Les matins commencent toujours de la même façon, avec des articulations douloureuses et le craquement discret du parquet sous mes pieds. Moi, Geneviève Dubois, 67 ans, veuve et ancienne professeure de français à l'école locale de Villefranche, j'ai depuis longtemps l'habitude de me réveiller aux premières lueurs du jour. C'était une habitude de l'époque où mon Albert était en vie, et où nous devions nous lever tôt pour préparer le petit déjeuner des enfants avant l'école. Aujourd'hui, Albert est parti depuis 5 ans et les enfants sont grands depuis longtemps. Mais je me lève toujours à 6 heures du matin pour descendre à la cuisine me préparer un thé. C'est toujours calme le matin dans notre « enfin ma » petite maison à la périphérie de Villefranche. Le silence, cependant, revêt de multiples formes. Parfois, il est douillet, propice à la réflexion, et parfois il est oppressant, un rappel du vide qui s'est installé depuis le départ de mon mari. Aujourd'hui, c'est mercredi, ce qui signifie que ma fille Léa arrivera cet après-midi avec ses 2 enfants, Guillaume, 8 ans, et Chloé, 6 ans. Léa est caissière au supermarché, et le mercredi, elle travaille de jour, alors elle me laisse les enfants. Bien que, pour être honnête, le mot « laisse » donne l'impression qu'elle a le choix et me consulte. En réalité, elle ne fait que les amener et partir. « Maman, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? J'ai un travail et les enfants sont bien avec toi », dit-elle à chaque fois. Et que suis-je censée répondre? Que moi, une vieille femme fatiguée de courir après 2 enfants hyperactifs, j'ai mes propres projets. Quel projet une veuve à la retraite peut-elle bien avoir? C'est ce que pense Léa. Et Olivier aussi. Olivier est mon fils, 3 ans de moins que Léa. Il travaille comme employé dans une compagnie d'assurance, il est marié à Delphine, et ils viennent d'avoir un fils, mon 3e petit enfant. Le bébé n'a que 3 mois et ils l'ont appelé Maxence, un nom prétentieux choisi par Delphine. Je n'aime pas particulièrement ma belle-fille. C'est le genre de femme qui sait toujours ce qui est le mieux et qui n'hésite pas à le dire à voix haute, même à moi, Geneviève. C'est elle qui raccourcit mon prénom comme si nous étions des amis. Tu devrais repeindre la cuisine. Cette couleur est totalement démodée. Et changer les rideaux. Ils ont l'air 6 siècles derniers. Les rideaux datent effectivement du siècle dernier. Albert les avait choisis lorsque nous avons emménagé il y a 42 ans. Mais Delphine n'a pas besoin de le savoir. Je me verse une tasse de thé et m'assois près de la fenêtre, regardant le petit jardin. Lui aussi a besoin d'attention, avec des mauvaises herbes qui pointent entre les rosiers que j'ai plantés avec Albert. Je devrais désherber, mais mon dos n'est plus ce qu'il était. Olivier m'aidait autrefois pour ce genre de choses, mais depuis qu'il a épousé Delphine, il vient de moins en moins souvent, et s'il vient, ce n'est pas pour aider sa mère. Le téléphone sonne, interrompant mes pensées. C'est Léa. Maman. Salut. Écoute, je ne peux pas récupérer les enfants à 17 heures aujourd'hui comme d'habitude. On m'a demandé de rester jusqu'à 19 heures. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Je ne suis pas dérangée. Je ne suis jamais dérangée, car dire non signifiait écouter des soupirs et des allusions sur la difficulté qu'elle avait à élever seule les enfants après son divorce avec cet incapable d'Adrien. Bien sûr, Léa. Ne t'inquiète pas. Je réponds et l'entends expirer de soulagement. Merci, maman. Tu es la meilleure. Je les récupérerai vers 19 heures ou peut-être 20 heures s'il y a des embouteillages. Elle raccroche sans même me demander comment je vais ou si j'ai des projets pour la soirée. Quoique, quel projet une femme de mon âge peut-elle avoir? C'est ce que pensent mes enfants. Mais j'ai des projets. Ce soir, c'est le club de lecture à la bibliothèque et nous discutons d'un nouveau roman que j'ai lu la semaine dernière. La réunion commence à 18 heures. Maintenant, je vais la manquer. Je soupire et commence à préparer la maison pour l'arrivée des petits-enfants. Je place les objets fragiles en hauteur. Je sors les jeux de société que je garde spécialement pour eux. Je fais des sablés aux flocons d'avoine. Guillaume les adore. À 13 heures, tout est prêt, et je m'assois pour me reposer. Léa amène les enfants à 14h moins 10. Elle n'entre même pas dans la maison. Elle arrête la voiture au portail, laisse sortir les enfants et me fait un signe de la main. Maman, merci beaucoup. Je serai là à 19 heures ou un peu plus tard. Et elle s'en va, me laissant avec 2 enfants énergiques qui courent déjà vers la maison. Mamie, crie Chloé en me serrant les jambes. Tu as fait des gâteaux? Bien sûr, ma chérie. Ils sont dans la cuisine. Guillaume, sans dire un mot, se précipite devant moi, directement dans la cuisine. Je l'entends ouvrir la boîte à biscuits. Guillaume, pas plus de 2 avant le dîner. Je crie, mais je réalise que c'est inutile. La journée se passe dans son agitation habituelle.
Guillaume et Chloé courent dans la maison, jouent dans le jardin, se disputent pour des jouets, se réconcilient, se disputent à nouveau. Je leur prépare le déjeuner, j'aide Guillaume avec ses devoirs, je lis une histoire à Chloé. À 18 heures, je me sens épuisée. Le club de lecture a déjà commencé sans moi, et Léa n'est toujours pas là. À 19 heures, le téléphone sonne. C'est encore elle. Maman, je suis désolée, mais je suis coincée. Il y a un accident sur la nationale, et la circulation est terrible. Je ne pourrai pas arriver avant 20 heures, peut-être même plus tard. Je soupire et dis que ce n'est pas grave. Les enfants ont déjà dîné et regardent des dessins animés dans le salon. Merci, maman. Tu es la meilleure. Léa arrive au début de 22 heures. Les enfants sont déjà endormis, Chloé sur le canapé et Guillaume sur le fauteuil. Je les ai couverts avec des plaids et je suis assise à côté d'eux en essayant de lire un livre, mais mes yeux se ferment de fatigue. Je suis désolée, maman, murmure Léa en entrant dans le salon. Ce trafic était un cauchemar. Je hoche la tête et l'aide à porter les enfants endormis jusqu'à la voiture. Elle ne propose même pas de me laisser passer la nuit, même s'il est tard et que je devrais me préparer à dîner moi-même, mais je ne me plains pas. Je ne me plains jamais. Après leur départ, je retourne dans une maison vide. Bien que fatiguée, je ne peux pas aller me coucher tout de suite. Je m'assois près de la fenêtre et regarde le jardin nocturne, réfléchissant à ma vie. J'ai eu des rêves et des projets. Je voulais voyager, écrire des livres, peut-être même ouvrir une petite librairie. Mais ensuite, les enfants sont arrivés et tous mes rêves sont passés au second plan. Et maintenant que les enfants sont grands, tout ce qu'il me reste, c'est le rôle de grand-mère et de baby-sitter gratuite. Le samedi commence par un appel téléphonique. Cette fois, c'est Olivier. Maman, tu es à la maison? Je passerai dans 1 heure. J'ai besoin de te parler. Sa voix est tendue, et c'est ce qui m'inquiète. D'habitude, Olivier n'appelle que lorsqu'il a besoin de quelque chose. La dernière fois, c'était pour me demander de garder Maxence pendant que Delphine et lui allaient à un événement d'entreprise. Je prépare du thé et des biscuits et je range le salon, même s'il est déjà propre. Olivier arrive exactement 1 heure plus tard, seul, sans Delphine et le bébé, ce qui est étrange. Il profite généralement de ses visites chez moi pour donner à sa femme une pause du bébé. « Maman », dit-il en m'embrassant sur la joue. « Comment vas-tu » ? « Bien, merci », je réponds, même si mon genou me fait à nouveau mal et que ma tension est élevée. « Comment va Delphine ? Et le bébé ? Ils vont bien. » Il fait un geste impatient de la main comme pour écarter le sujet. « Maman, je voulais te parler d'une affaire importante. » Nous nous asseyons dans le salon. Je lui sers du thé, mais il ne touche même pas la tasse. Son regard erre dans la pièce, s'arrêtant sur les photos sur la cheminée. Léa et Olivier enfant, Albert dans le jardin, notre photo de famille du dernier Noël où il était en vie. « Mère », commence enfin Olivier en me regardant droit dans les yeux. « Tu te souviens que Maxence va bientôt avoir son baptême ?» Je hoche la tête. Delphine prévoit une sorte de grande célébration. Elle m'a même envoyé une invitation imprimée sur du papier coûteux avec des dorures. Delphine et moi avons beaucoup réfléchi à l'avenir de Maxence, à son éducation, aux opportunités que nous voulons lui donner. Je hoche à nouveau la tête, ne sachant pas où il veut en venir. Tu vois, maman, nous avons décidé de créer un fonds en fiducie pour Maxence afin de sécuriser son avenir, pour qu'il puisse avoir toutes les opportunités que je n'ai pas eues. Je regarde mon fils avec perplexité. Il a eu toutes les opportunités. Albert et moi avons travaillé dur pour payer son éducation et celle de Léa. Albert faisait des heures supplémentaires à l'usine et je donnais des cours particuliers le soir. Olivier, tu as eu une bonne éducation. Tu as obtenu ton diplôme de l'université avec mention. Oui, bien sûr. Il agite la main avec impatience. Mais les choses sont différentes maintenant. Il y a plus de concurrence. Maxence aura besoin d'une meilleure éducation, de meilleures opportunités. Je ne comprends toujours pas où il veut en venir. Et c'est pourquoi, maman, je voulais te parler de tes économies. C'est ça. J'ai l'impression d'avoir été aspergée d'eau froide. Mes économies, l'argent que j'ai obtenu quand Albert et moi avons vendu notre maison après sa mort. J'ai déménagé dans une petite maison en périphérie de la ville et j'ai placé le reste de l'argent sur un compte. C'est mon filet de sécurité, mon avenir. Qu'en est-il de mes économies, Olivier ? Maman. Il se penche en avant, sa voix douce, persuasive. Tu n'es plus jeune. Tu n'as pas besoin de tout cet argent.
Et Maxence est ton petit-fils, ta chair et ton sang. Je sens la colère monter en moi, mais je me retiens. Que suggères-tu exactement, Olivier? Donne tes économies pour mon bébé. Il le dit comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Nous créerons un fonds en fiducie au nom de Maxence. Ce sera ta contribution à son avenir. Je regarde mon fils et je ne le reconnais pas. Quand est-il devenu comme ça? Quand a-t-il décidé qu'il pouvait simplement venir et exiger mon argent? L'argent qu'Albert et moi avons économisé toute notre vie. Olivier, c'est une demande sérieuse. Je dois y réfléchir. À quoi y a-t-il à réfléchir, mère? Sa voix devient dure, impatiente. Tu ne dépenses pas cet argent de toute façon. Il dort sur un compte, et Maxence en a besoin pour son avenir. Je dois y réfléchir, dis-je fermement. C'est une grande décision. Olivier soupire. Mais ensuite son visage redevient doux, persuasif. Bien sûr, mère, réfléchit Grec. Mais pas trop longtemps. Nous voulons annoncer la fondation lors de la célébration en l'honneur du baptême de Maxence. Il se lève, m'embrasse sur la joue et part sans même toucher au thé et aux biscuits. Je reste assise dans le salon, fixant la porte fermée. Quelque chose dans le comportement d'Olivier m'alarme, son insistance, son impatience. D'habitude, il est plus réservé, plus raisonnable. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le soir, Léa appelle. « Mère », dit-elle sans saluer. « Olivier m'a dit qu'il t'avait parlé de l'argent pour Maxence. » Alors, ils sont de mèche. Léa et Olivier ont discuté de mon argent dans mon dos. Oui, il est venu aujourd'hui. Que as-tu décidé? J'ai dit que je devais y réfléchir. Léa soupire. Maman, à quoi faut-il réfléchir? C'est pour ton petit-fils. Ne veux-tu pas qu'il ait un bon avenir? Et Guillaume et Chloé, je demande. Ce sont aussi mes petits-enfants. Il y a une pause. C'est différent, maman, dit enfin Léa. Maxence a toute la vie devant lui, et cet argent ne fait que dormir. Tu ne vas pas le dépenser. Je sens la colère monter en moi. Mes enfants pensent qu'ils peuvent contrôler mon argent, ma vie. Ils ne me demandent même pas si j'ai mes propres projets pour cet argent. Ils ont simplement décidé qu'à mon âge, il ne peut y avoir de projet. J'y réfléchirai, Léa, dis-je, et je raccroche sans attendre sa réponse. Cette nuit-là, je ne peux pas dormir. Je suis allongée dans mon lit, fixant le plafond, pensant à ma vie, à la façon dont j'ai toujours fait passer mes enfants en premier, comment j'ai renoncé à ce que je voulais pour eux. Et maintenant qu'ils sont grands, ils ne me voient que comme une babysitter gratuite et un distributeur de billets. Quelque chose en moi se brise. Je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux pas les laisser m'utiliser. Je ne peux pas renoncer à la dernière chose qui me reste. Mes économies, mon indépendance, mon avenir. Je sors du lit, me dirige vers mon bureau et sors un carnet. Je commence à écrire un plan. Un plan qui changera ma vie et peut-être la vie de mes enfants. Un plan qui leur fera réaliser que je ne suis pas seulement une vieille femme qu'on peut commander. Je suis Geneviève Dubois, et je mérite le respect. Au matin, le plan est prêt. Je pose mon stylo et regarde par la fenêtre où le ciel commence à s'éclaircir. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens vivante, pleine de détermination. Le sentiment est enivrant et terrifiant à la fois. Mais je sais que je fais ce qu'il faut. Je ne me sacrifierai plus pour des enfants qui considèrent cela comme un dû. Il est temps de penser à moi. Il est temps de commencer à vivre pour moi. Et je sais par où commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Il faisait encore nuit dehors, mais j'étais complètement éveillée. Mon esprit était en ébullition avec les événements de la nuit dernière et ma conversation avec Olivier. Ces mots résonnaient encore dans mes oreilles. Donne-moi tes économies pour mon bébé. Pas une demande, mais une exigence. C'était comme si moi, sa mère, n'était qu'un coffre-fort qu'il pouvait vider à sa guise. Je suis sortie du lit, grimaçant à cause de la douleur dans mes genoux, et je me suis approchée de la fenêtre. Le lampadaire éclairait le petit jardin que j'avais entretenu avec tant d'amour au fil des ans. Chaque buisson, chaque fleur me rappelait une période de ma vie. Les roses pour les premières années de mon mariage avec Albert. La lavande pour la naissance de Léa. Le jasmin pour l'arrivée d'Olivier. Ma vie a toujours tourné autour de la famille. D'abord mes parents, puis mon mari et mes enfants, maintenant mes petits-enfants. Où étais-je, moi, dans tout ça? Geneviève Dubois. Pas une mère, pas une grand-mère,
pas une veuve, juste une femme avec ses propres rêves et désirs. Je suis allée à la commode et j'ai sorti la vieille boîte à bijoux où je gardais mes souvenirs. Parmi les photos jaunies et les bricolages d'enfants trouvait un petit carnet à la couverture de cuir usé. Mon journal de voyage, que j'avais commencé à tenir avant mon mariage. Les premières et seules pages étaient consacrées à un voyage en Espagne que j'avais fait à 21 ans. À cette époque, je travaillais comme gouvernante pour la famille d'un diplomate, et j'ai eu la chance de passer l'été dans une petite ville balnéaire près de Barcelone. C'est là que j'ai rencontré Delphine Tancrède, une jeune Française qui étudiait l'art. Nous sommes devenus rapidement amis malgré nos personnalités différentes. J'étais une Anglaise calme et réservée, et elle était une Française vive et émotive. C'est peut-être pour cela que nous étions attirés l'une par l'autre. Après cet été, nous avons correspondu pendant des années. Je lui parlais de mon mariage, de la naissance de mes enfants, de ma carrière d'enseignante. Elle partageait des histoires sur ses voyages, son travail dans des galeries, ses romances ratées. Progressivement, les lettres sont devenues plus courtes et moins fréquentes, puis ont été remplacées par des cartes de Noël occasionnelles. La dernière était arrivée il y a environ 5 ans, peu après la mort d'Albert. Delphine écrivait qu'elle s'était finalement installée dans cette même ville espagnole où nous nous étions rencontrés, qu'elle avait acheté une petite maison avec vue sur la mer et ouvert un petit atelier d'art. J'ai passé mes doigts sur l'encre fanée. Et si je lui rendais visite? Pas seulement une visite, mais y vivre pendant un certain temps, loin des enfants, loin de leurs exigences, loin du sentiment que ma vie ne m'appartenait pas. La pensée semblait si audacieuse, si inhabituelle pour moi, que j'ai ri à voix haute. Une veuve de 67 ans qui quitte tout et part en Espagne. On dirait le début d'un roman à l'eau de rose. Mais plus j'y pensais, plus l'idée semblait réelle. J'avais des économies, ces mêmes économies qu'Olivier avait si insistamment réclamées. J'étais en bonne santé, malgré la douleur dans mes genoux et les pics occasionnels de ma tension artérielle. J'avais un passeport, que j'avais renouvelé il y a 2 ans en prévision d'un voyage à Édimbourg pour un festival littéraire. Un voyage que je n'ai jamais fait parce que Léa m'avait demandé de garder les enfants à la dernière minute. J'ai été soudain envahie par un sentiment étrange, un mélange d'excitation et de peur. Moi, Geneviève Dubois, j'avais toujours été celle qui suivait les règles, qui faisait passer les besoins des autres avant les siens. Mais maintenant, en regardant le vieux journal, j'ai réalisé que j'étais prête à changer cela. J'ai passé le reste de la matinée sur l'ordinateur qu'Olivier m'avait offert à Noël dernier. Comme ça, tu pourras voir les photos des petits-enfants sur les réseaux sociaux, avait-il expliqué. Au lieu de cela, j'ai cherché des informations sur les visas, le coût de la vie en Espagne et les locations. À midi, j'avais un plan approximatif. D'abord, contacter Delphine. J'ai retrouvé sa dernière carte postale et j'ai tapé un email, essayant d'être brève mais honnête. Je lui ai parlé de ma situation, de la façon dont je me sentais utilisée par mes propres enfants, de leur demande de renoncer à mes économies. Enfin, je lui ai demandé si je pouvais rester avec elle un moment, jusqu'à ce que je trouve mon propre logement. En envoyant la lettre, je me suis sentie étrangement soulagée, comme si j'avais fait le premier pas vers la liberté. Maintenant, je devais attendre une réponse et me préparer à un éventuel départ. Le même après-midi, Léa m'a appelée. Sa voix semblait tendue. « Maman, pourrais-tu aller chercher Guillaume à l'école demain? Ses cours se terminent à 14 heures et je travaille jusqu'à 17 heures. »« Et Chloé ?» ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. La mère de sa copine la récupère. Elles vont à une fête d'anniversaire, donc tu peux juste récupérer Guillaume. J'allais dire non. Je voulais dire que j'avais mes propres projets, que je n'avais pas à m'adapter en permanence à son emploi du temps. Mais au lieu de cela, j'ai entendu ma propre voix dire « Bien sûr, ma chérie. Je le récupérerai. »« Merci, maman. » J'ai pu entendre le soulagement dans sa voix. « Au fait, as-tu réfléchi à ce que disait Olivier? L'argent pour Maxence? Voilà. La vraie raison de l'appel. J'y réfléchis encore, Léa. Mais mère, il n'y a rien à quoi réfléchir. C'est pour ton petit-fils. Et tes enfants? Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ce sont aussi mes petits-enfants. Pourquoi l'argent devrait-il aller uniquement à Maxence? Il y eut une pause. C'est différent, mère, dit enfin Léa. Maxence est encore tout petit. Il a toute la vie devant lui. Et puis Olivier et Delphine ont un plan précis pour créer un fonds d'éducation pour lui. Tu n'as pas de projet pour l'éducation de Guillaume et Chloé? Ai-je demandé. Maman, tu connais ma situation.
dit-elle avec une pointe de blessure dans la voix. Depuis mon divorce avec Adrien, je dois compter chaque centime. Il paie à peine la pension alimentaire. Je ne peux pas prévoir quelque chose d'aussi cher qu'une école privée ou l'université. Je soupirai. Léa utilisait toujours son divorce comme excuse. Oui, Adrien ne s'était pas révélé être l'homme le plus fiable, mais cela faisait 4 ans. D'autres femmes divorcées s'en sortaient, trouvaient des moyens de subvenir aux besoins de leurs enfants. J'y réfléchirai, Léa, dis-je, en essayant de garder une voix neutre. Je n'ai encore rien décidé. D'accord. Elle était manifestement déçue. Alors, tu vas chercher Guillaume demain? Oui, à 14 heures. Merci, maman. Tu es la meilleure. Après avoir parlé à Léa, ma détermination à partir n'a fait que se renforcer. Je devais agir vite, avant que les enfants ne se doutent de quelque chose. Le lendemain matin, je suis allée à la banque. Mon objectif était simple, retirer tout l'argent de mon compte. Pas un virement traçable, mais du liquide. C'était une somme substantielle, près de 150 000 euros, ce qui restait de la vente de la maison d'Albert et moi après avoir payé la nouvelle maison et toutes les taxes. À la banque, j'ai été accueillie par une jeune employée au sourire amical. Comment puis-je vous aider? Je voudrais retirer de l'argent de mon compte, dis-je en essayant de paraître sûr de moi. Combien souhaitez-vous retirer? La totalité. Son sourire s'est un peu effacé. Tout le compte. C'est une somme assez importante, Madame Dubois. Puis-je vous demander pourquoi vous avez besoin de cet argent? J'étais préparée à cette question. Je prévois de l'investir. Mon conseiller financier m'a recommandé de meilleures conditions dans une autre banque. C'était un mensonge, mais cela semblait assez plausible. La jeune femme hocha la tête, bien qu'il y eût du doute dans ses yeux. Je vois. Il nous faudra un peu de temps pour retirer une somme aussi importante. Pouvez-vous attendre environ 30 minutes? J'ai hoché la tête et je me suis assise sur une chaise dans la zone d'attente. Mon cœur battait la chamade. Je n'avais jamais menti aussi effrontément, jamais fait quelque chose de ce genre, mais d'une manière étrange, cela me donnait de la force. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante, active, pas seulement à la dérive. 40 minutes plus tard, on m'a fait entrer dans un bureau séparé où le directeur, un homme d'âge mûr au regard attentif, attendait. Madame Dubois, commença-t-il. Je voudrais m'assurer que vous êtes pleinement consciente de ce que vous faites. Il y a des risques à retirer la totalité du montant en espèces. Je suis consciente de ces risques, répondis-je fermement. Puis-je vous demander pourquoi vous ne voulez pas faire un virement bancaire? Ce serait beaucoup plus sûr. Je préfère les espèces, dis-je, en essayant de rendre ma voix assurée. Et j'aimerais avoir l'argent aujourd'hui si possible. Le directeur me regarda longuement, mais je ne détournai pas les yeux. Finalement, il hocha la tête. Très bien, Madame Dubois, nous allons préparer l'argent, mais je dois vous avertir, c'est une grosse somme. Vous aurez besoin d'un endroit sûr pour la garder. J'ai pris mes dispositions. J'ai encore menti. 1 heure plus tard, je quittais la banque avec un sac contenant toutes mes économies. C'était étrange de porter le résultat de toute une vie de travail et d'épargne. Je suis allée directement à la poste où j'ai loué un coffre-fort. Pas l'endroit le plus sûr, mais bien plus sûr que de garder autant d'argent à la maison. Laissant la majeure partie de l'argent dans le coffre, je me suis dépêchée d'aller à l'école de Guillaume. En chemin, j'ai vérifié mes emails sur mon téléphone. Je n'avais pas encore de nouvelles de Delphine. Et si elle ne répondait pas ou si elle disait non? Alors je devrais chercher d'autres options. Mais la décision de partir était prise. Guillaume était heureux de me voir à la grille de l'école. Il a couru vers moi et m'a serré les jambes. Il était plus affectueux ces derniers temps, sentant peut-être que quelque chose se passait. « Mamie, on peut aller au parc ?» demanda-t-il alors que nous marchions vers l'arrêt de bus. « Bien sûr, mon chéri, » acceptai-je, décidant que toutes les autres choses pouvaient attendre. Au parc, Guillaume a nourri les canards et a couru autour de l'étang, et je me suis assise sur un banc et je l'ai regardé, si insouciant, si plein de vie. J'ai pensé à Maxence, encore si petit, avec son fond en fiducie que ses parents voulaient tant pour lui, et à Chloé, qui à 6 ans montrait déjà un talent incroyable pour le dessin, mais que Léa était trop occupée pour remarquer. Mes petits-enfants, vais-je vraiment les abandonner? La pensée me fit grimacer, mais ensuite je me suis rappelé, je ne les abandonne pas pour toujours. Je prends juste une pause. Du temps pour moi.
Du temps pour que mes enfants réalisent que je ne suis pas seulement une ressource pratique, mais une personne avec ses propres désirs et besoins. Le soir, après avoir mis Guillaume au lit, Léa était encore restée tard au travail, j'ai enfin reçu une réponse de Delphine. Elle a écrit dans un mélange d'anglais, de français et d'espagnol, aussi émotive et vive que jamais. Ma chérie, quelle surprise de recevoir une lettre de toi. Bien sûr, viens me voir. Ma maison est ta maison. J'ai une chambre d'amis avec vue sur la mer. Tu te réveilleras au son des vagues. Oh, Geneviève, cela fait des années, mais je me suis toujours souvenu de toi. Ta gentillesse, ta retenue. Trop de retenue, si tu veux mon avis. À en juger par ta lettre, ces enfants ne t'apprécient pas du tout. Il est temps de leur montrer que leur mère n'est pas seulement un distributeur de billets et une baby-sitter. Viens vite, nous boirons du vin sur la terrasse et regarderons le coucher de soleil comme au bon vieux temps. J'ai lu la lettre plusieurs fois, sentant mes yeux se remplir de larmes. Delphine n'avait pas changé, toujours la même personne émotive, directe, solidaire, et elle m'attendait. J'avais un endroit où aller. Les 2 semaines suivantes se sont passées dans des préparatifs fébriles. J'ai acheté un billet d'avion pour Barcelone, et de là, je prévoyais de prendre un bus pour la ville balnéaire où vivait Delphine. J'ai commandé une nouvelle valise. L'ancienne se serait désintégrée en chemin. J'ai emballé les choses les plus nécessaires, documents, photos. J'ai fait de mon mieux pour agir normalement. J'ai récupéré Guillaume à l'école les mardis et jeudis. J'ai préparé le déjeuner pour Léa quand elle est passée avec les enfants le dimanche. J'ai parlé au téléphone avec Olivier, qui insistait toujours pour que je lui donne l'argent. « Mère, tu réfléchis encore ?» demanda-t-il avec impatience. « La fête est déjà dans 3 semaines. Nous devons préparer les papiers. » J'ai presque pris ma décision, ai-je répondu. Et c'était la vérité. La décision avait été prise, mais pas celle qu'il attendait. 1 semaine avant le départ prévu, la chose que je craignais le plus est arrivée. Olivier est arrivé à l'improviste avec un dossier de documents. « Maman, j'ai apporté les papiers pour le fonds en fiducie », a-t-il annoncé depuis le seuil. « Tout ce que tu as à faire, c'est de les signer et nous transférons l'argent sur le fonds immédiatement. » Olivier, commençai-je, sentant mon cœur battre la chamade. Je n'ai pas encore décidé. Qui a-t-il à décider, mère, m'interrompit-il. C'est pour ton petit-fils. Tu ne vas pas dépenser cet argent à ton âge? À mon âge? Lui ai-je demandé à nouveau, et quelque chose dans ma voix l'a fait taire. Qu'est-ce qu'il y a avec mon âge, Olivier? Eh bien, tu n'es plus jeune, mère. Tu n'as pas besoin de ce genre d'argent. Maxence aura un avenir. Je regardais mon fils, un homme grand et confiant. Si semblable à Albert en apparence, mais si différent de caractère. Albert n'avait jamais été aussi possessif. Il respectait les limites des autres, les décisions des autres. J'y réfléchirai encore un peu, dis-je fermement. Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'ai un rendez-vous chez le médecin. C'était un mensonge, mais Olivier n'insista pas. Il laissa le dossier sur le bureau et partit, marmonnant quelque chose sur l'entêtement sénile. Après son départ, je me suis assise à table et j'ai longuement regardé le dossier. À l'intérieur se trouvait un plan pour me priver de mes économies, de tout ce qui restait de ma vie avec Albert. Tout cela sous le prétexte de se soucier de l'avenir de Maxence. Ce soir-là, Léa a appelé. « Mère, Olivier dit que tu as encore des doutes », commença-t-elle sans préambule. « Pourquoi es-tu si têtue? C'est pour Maxence. Et Guillaume et Chloé? Ai-je demandé à nouveau. Ce sont aussi mes petits-enfants. Maman, on en a déjà parlé. C'est différent. Olivier et Delphine ont un plan précis. Tu n'as pas de plan pour l'éducation de tes enfants. Maman, tu connais ma situation depuis mon divorce avec Adrien. C'est toujours la même chose. Toujours les mêmes excuses. Léa, les jeux interrompus. Je n'ai pas encore pris de décision. Donne-moi du temps. Mais maman, donne-moi du temps, Léa, ai-je répété fermement. Après avoir parlé à ma fille, j'ai vérifié à nouveau mon plan. Le billet d'avion était acheté pour le mardi suivant. Delphine a confirmé que la chambre était prête pour moi. J'avais déjà emballé la plupart des choses que je prévoyais d'emporter et j'avais caché ma valise dans le placard. Le plus difficile a été d'écrire ma lettre d'adieu. Je suis restée longtemps assise devant la feuille de papier vierge, ne sachant pas comment expliquer ce que j'avais fait. Je ne voulais pas accuser. Je ne voulais pas blesser, mais cela n'avait pas de sens de cacher la vérité non plus. La lettre était courte.
Chers Léa et Olivier, au moment où vous lirez ceci, je serai loin. J'ai décidé de prendre une pause de notre vie et de vivre pour moi-même. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis en sécurité et en bonne compagnie. Quant à l'argent qui vous préoccupait tant, il est avec moi. J'ai décidé de le dépenser pour moi, pour ma nouvelle vie. C'est peut-être égoïste, mais après toutes les années que j'ai passées à m'occuper des autres, j'ai gagné le droit d'être égoïste. N'essayez pas de me retrouver. Quand je serai prête, je vous contacterai moi-même. Avec amour, votre mère. Après avoir relu la lettre, je l'ai pliée soigneusement et l'ai rangée dans le tiroir de mon bureau. Encore quelques jours et un nouveau chapitre de ma vie commencerait. La vie de Geneviève Dubois. Pas une mère, pas une grand-mère, pas une veuve, juste une femme qui avait enfin décidé de vivre pour elle-même. Le mardi matin était étonnamment ensoleillé pour Villefranche. Les rayons brillaient à travers les fins rideaux de ma chambre comme pour m'encourager. C'est aujourd'hui, Geneviève. Ne recule pas. Je me suis réveillée tôt, bien avant que le réveil ne sonne. Le sommeil a disparu instantanément, laissant place à un mélange d'excitation et de peur. Aujourd'hui, je vais faire la chose la plus audacieuse que j'ai jamais faite de ma vie. Aujourd'hui, j'allais disparaître. Mon vol était prévu pour 14h30, mais je comptais quitter la maison à 9h du matin. Je devais récupérer l'argent du coffre-fort, puis prendre un taxi pour l'aéroport. Tout était prêt. Valise faite, documents vérifiés plusieurs fois, billets imprimés. Je me suis levée, j'ai pris une douche, j'ai bu un peu de thé. Mes mouvements étaient mécaniques, comme si ce n'était pas moi qui contrôlais mon corps, mais un programme. C'était une sensation étrange de réaliser que dans quelques heures, je quitterais cette maison, ce pays, ma vie familière. À 8h, j'ai sorti la lettre que j'avais écrite aux enfants et je l'ai posée sur la table de la salle à manger, à l'endroit le plus visible. Une fois de plus, je l'ai relue. Chers Léa et Olivier, au moment où vous lirez ceci, je serai loin. J'ai décidé de prendre une pause de notre vie et de vivre pour moi-même. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis en sécurité et en bonne compagnie. Quant à l'argent qui vous préoccupait tant, il est avec moi. J'ai décidé de le dépenser pour moi, pour ma nouvelle vie. C'est peut-être égoïste, mais après toutes les années que j'ai passées à m'occuper des autres, j'ai gagné le droit d'être égoïste. N'essayez pas de me retrouver. Quand je serai prête, je vous contacterai moi-même. Avec amour, votre mère. Chaque mot résonnait de douleur, mais aussi de détermination. Je réalisais que j'allais causer de l'anxiété à mes enfants, peut-être même de la douleur. Mais pensait-il à mes sentiments quand il prévoyait de prendre la dernière chose qui me restait de ma vie passée? À 8h30, le téléphone a sonné. Léa. Maman, peux-tu aller chercher Chloé à la garderie aujourd'hui? J'ai un entretien pour un nouveau travail et Guillaume est récupéré par une voisine avec son fils. J'ai fermé les yeux. C'était ça. Le test final de ma résolution. Je suis désolée, Léa. Je ne peux pas ce soir, dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Comment ça, tu ne peux pas? Il y avait une pointe d'irritation dans sa voix. Tu as des projets? Oui, répondis-je simplement. J'ai des projets. Quels projets? Maintenant, elle n'essayait même plus de cacher son irritation. Maman, c'est un entretien d'embauche important. Je peux enfin trouver un vrai travail. Tu ne peux pas m'aider? Pendant un instant, j'ai failli céder. Des années à faire plaisir, à faire passer les besoins de mes enfants avant les miens, laisser des traces. Mais ensuite, je me suis souvenu de la demande d'Olivier pour l'argent. Ces mots sur mon âge, le mépris de Léa pour mon temps. Je suis désolée, Léa, mais non. Tu devras trouver une autre solution. Maman, s'exclama-t-elle. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as jamais agi comme ça avant. Je commence juste enfin à vivre ma vie, dis-je et je raccrochai le téléphone, en disant au revoir. Mes mains tremblaient, mais ma résolution ne faisait que se renforcer. J'ai éteint le téléphone, sachant que Léa rappellerait, peut-être même qu'elle demanderait à Olivier de m'appeler. Qu'il pense que le téléphone était en panne. À 9h, pile à l'heure, j'ai quitté la maison avec ma valise. Une voisine, Madame Chevalier, arrosait les fleurs dans son jardin et me regarda avec surprise. « Vous partez, Geneviève ?» demanda-t-elle. « Ah, oui, un petit voyage », répondis-je avec un sourire. « Il est temps de dégourdir les vieilles jambes. »« Vous avez raison », hocha-t-elle approbatrice. « Il est temps. Tous ces enfants et petits-enfants. Vous devriez aussi penser à vous. »
Si seulement elle savait à quel point elle avait raison. Le taxi que j'avais commandé à l'avance attendait. Le chauffeur, un jeune homme avec une oreillette, m'aida avec ma valise. À la poste, rue principale, s'il vous plaît, dis-je en montant à l'arrière. Pendant tout le trajet jusqu'à la poste, j'ai regardé par la fenêtre les rues de Villefranche défiler. La ville où la plus grande partie de ma vie s'était écoulée. La ville que je quittais maintenant, peut-être pour toujours. À la poste, j'ai retiré l'argent du coffre-fort. De grosses coupures bien rangées dans une pochette spéciale sous mes vêtements que j'avais achetés sur une boutique en ligne pour voyageurs. Pas la solution la plus originale, mais mieux que de tout transporter dans mon sac. Maintenant à l'aéroport, s'il vous plaît, dis-je au chauffeur en remontant dans le taxi. L'aéroport était bruyant et bondé. J'ai enregistré ma valise, passé le contrôle des passeports et me suis retrouvée dans la salle d'attente. Un étrange sentiment d'irréalité m'envahit. Moi, Geneviève Dubois, une veuve de 67 ans et grand-mère de 3 petits-enfants, assise à l'aéroport en attendant un vol pour Barcelone avec de l'argent sous mes vêtements et sans billet de retour. À 12 heures, j'ai allumé mon téléphone pour vérifier mes emails. Comme prévu, il y avait plusieurs appels manqués de Léa et même quelques-uns d'Olivier. Je n'ai pas pris la peine d'écouter les messages vocaux. Ils devaient être remplis de récriminations et d'exigences. À la place, j'ai envoyé un court message à Delphine confirmant mon arrivée. Elle a répondu presque instantanément. J'attends avec impatience. J'ai acheté une bouteille de ton Quérès préféré. Tu te souviens quand nous en avons bu dans ce petit bar près de la plage? Bon voyage, ma chérie. J'ai souri. Delphine se souvenait que j'aimais le Quérès. Même si tant d'années s'étaient écoulées, elle avait toujours été attentive aux détails. Le vol a été annoncé à l'heure. Je suis montée à bord, j'ai trouvé ma place près du hublot. Un jeune couple était assis à côté de moi, des jeunes mariés à en juger par leurs bracelets assortis et leur regard amoureux. « Vous volez souvent à Barcelone ?» demanda la jeune fille, remarquant que je n'avais pas l'air aussi excitée qu'eux. « Pour la première fois depuis de nombreuses années, » ai-je répondu. « Mais j'y ai passé un été merveilleux il y a très longtemps. »« Oh, c'est si romantique !» s'exclama-t-elle. « Ravivez des souvenirs. »« On peut dire ça, » ai-je souri. « Mais surtout pour en créer de nouveaux. » Ils ont échangé des regards, pensant clairement que j'étais une vieille dame gentille et excentrique. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Ma vie n'est plus définie par les attentes des autres. Le vol s'est déroulé sans incident. J'ai même fait une sieste, bercée par le ronronnement monotone des moteurs. Lorsque l'avion a commencé à descendre et que la mer Méditerranée bleue est apparue dans le hublot, j'ai ressenti un étrange sentiment de retour à la maison. Bien que je n'ai passé qu'un été en Espagne il y a près de 50 ans, quelque chose dans ce pays avait toujours résonné avec mon âme. À l'aéroport de Barcelone, j'ai rallumé mon téléphone. Encore des appels manqués. Maintenant, les 2 enfants appelaient en alternance, presque sans interruption. Ils devaient avoir trouvé ma lettre à présent. J'imaginais leur panique, leur perplexité, peut-être même leur colère. Olivier devait être le plus en colère de tous. Son plan pour obtenir mon argent avait échoué. J'ai envoyé un texto à Delphine pour lui dire que j'avais atterri et que je serais bientôt dans le bus. Elle a répondu qu'elle me retrouverait à la gare routière. Le trajet de l'aéroport à la gare routière était flou. Tout autour de moi semblait à la fois étranger et étrangement familier. Les panneaux en espagnol, les conversations bruyantes, les couleurs vives. J'ai acheté un billet de bus pour Porcelaine, la petite ville balnéaire où vivait Delphine. Le bus était presque vide, ce n'était pas la saison des touristes. Je me suis assise à la fenêtre, regardant le paysage changer derrière la vitre. Barcelone, avec ses rues animées et son architecture majestueuse, laissait progressivement la place à des villes côtières baignées de verdure et de soleil. Après 3 heures, le bus est entré à Porcelaine. La petite ville nichée sur le rivage d'une baie, avec ses maisons blanches grimpant sur les collines et ses rues étroites et sinueuses, ressemblait exactement à mes souvenirs. C'était comme si le temps s'était arrêté ici. À la gare routière, qui n'était qu'un quai avec un auvent, j'ai vu Delphine. Elle se tenait la main au-dessus des yeux, se protégeant du soleil, me cherchant parmi les passagers qui descendaient. Je l'ai reconnue tout de suite. Malgré les années, elle n'avait pas beaucoup changé. La même silhouette élancée, la même coupe de cheveux courte, maintenant argentée au lieu de brune, et un foulard de couleur vive autour du cou. « Geneviève !» s'exclama-t-elle en me voyant et elle se précipita vers moi les bras ouverts. Nous nous sommes étreintes et j'ai senti l'odeur familière de son parfum,
quelque chose de floral avec une pointe d'épices. Tu n'as pas changé du tout, dit-elle en s'écartant et en me regardant. Toujours la même élégante dame anglaise. Et tu es toujours une menteuse, ai-je ri. J'ai vieilli et nous le savons toutes les deux. N'importe quoi, dit-elle. Nous avons mûri comme du bon vin. Allez. Ma voiture est sur le parking. Delphine conduisait comme elle faisait tout le reste dans sa vie. Vite et avec enthousiasme. La petite Fiat rouge serpentait dans les rues étroites de Porcelaine, grimpant de plus en plus haut dans les collines au-dessus de la ville. Ma maison est tout en haut, expliqua-t-elle. La vue est divine, elle vaut chaque euro que j'ai payé pour elle. La maison de Delphine s'est avérée être une petite villa blanche avec des volets bleus et une terrasse surplombant la mer. Autour, il y avait un jardin méditerranéen. Olivier, lavande, romarin. Bienvenue dans mon petit paradis, dit Delphine en m'aidant avec ma valise. J'espère que tu te plairas ici. À l'intérieur, la maison était aussi lumineuse et éclectique que son hôtesse. Des peintures sur les murs, de toute évidence l'œuvre de Delphine. Des coussins colorés sur les canapés, des livres, des figurines, des souvenirs de différents pays. Ta chambre est ici. Delphine a ouvert la porte d'une petite mais lumineuse chambre avec un balcon. Comme je l'avais promis, une vue sur la mer. Je me suis approchée du balcon et je suis restée figée d'admiration. En dessous, il y avait la mer, d'un bleu vif, scintillant au soleil. Au loin, je pouvais voir les silhouettes des bateaux de pêche. C'est magnifique, ai-je soufflé. Et c'est ta maison maintenant, sourit Delphine. Aussi longtemps que tu le voudras. Nous nous sommes installés sur la terrasse avec des verres de Quérès, que Delphine avait, comme promis, achetés spécialement pour mon arrivée. Le soleil se couchait, colorant le ciel et la mer de teintes roses et dorées. Alors, Delphine leva son verre. À ta liberté, ma chérie. À la liberté, ai-je répété, en trinquant avec elle. Maintenant, raconte-moi tout, demanda-t-elle. Tu as été si réservée dans ta lettre, si typiquement anglaise. Je veux connaître tous les détails. Alors je lui ai tout raconté, sur les enfants qui ne me voyaient que comme une nounou gratuite et une source d'argent. Sur la demande d'Olivier de renoncer à mes économies pour le fonds en fiducie de Maxence. Ma décision de partir et de commencer une nouvelle vie. Bravo! S'exclama Delphine quand j'eus terminé. Tu as enfin agi comme une vraie femme au lieu d'une mère et grand-mère parfaite. J'ai toujours dit que tu avais du feu en toi, Geneviève. Il était juste caché trop profondément. Nous avons parlé tard dans la nuit, nous remémorant le passé, discutant du présent, faisant des plans pour l'avenir. Quand je suis finalement allée me coucher, la fatigue et le Quérès avaient fait leur effet, et je suis tombée dans un sommeil profond et sans rêve. Le matin, j'ai été réveillée par le bruit de la mer et les cris des mouettes. Pendant un instant, j'ai été confuse, ne réalisant pas où j'étais. Puis tout est revenu. Ma fuite, Delphine, Porcelaine. Je suis restée au lit à regarder la lumière du soleil jouer sur le plafond et je me suis sentie étrangement en paix. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis réveillée sans penser à ce que je devais faire pour les autres. Aujourd'hui, je pouvais faire tout ce que je voulais. Delphine était déjà dans la cuisine à préparer le petit déjeuner. Des croissants frais de la boulangerie locale, des fruits, du café fort. Bonjour, belle au bois dormant, s'exclama-t-elle en me voyant. Comment as-tu dormi dans ta nouvelle demeure? Étonnamment bien, ai-je admis. Après le petit déjeuner, Delphine m'a proposé de me faire visiter la ville. Nous avons erré dans les rues étroites de Porcelaine, regardé dans les petites boutiques, nous sommes assises dans des cafés sur la place principale, observant la vie locale. Tout est plus lent ici, a expliqué Delphine. Les gens ne se pressent pas. Ils profitent de la vie. J'ai soudain réalisé que pour la première fois depuis des années, je ne pensais pas autant, à devoir me dépêcher ou rencontrer quelqu'un ou m'occuper de quelqu'un. J'étais juste ici et maintenant. Et ce sentiment me semblait un luxe presque oublié. En fin d'après-midi, nous sommes rentrés à la maison et j'ai finalement décidé d'allumer mon téléphone. 37 appels manqués. 23 d'Olivier, 14 de Léa. Et une multitude de messages allant de la panique à la colère. Maman, où es-tu? Appelle-moi maintenant. De Léa. Ce n'est pas drôle, maman. Nous sommes tous inquiets. Guillaume pleure. Encore de Léa. Maman, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Où as-tu disparu? Et que veux-tu dire par l'argent est avec toi? Rappelle-moi immédiatement. D'Olivier. Le dernier message avait été envoyé il y a 1 heure. Maman,
Nous sommes allés à la police. Si tu lis ça, s'il te plaît, fais-nous savoir que tu vas bien. Nous devenons fous. D'inquiétude. J'ai montré les messages à Delphine. Ils sont inquiets, ai-je dit avec une note de culpabilité dans la voix. Ils sont inquiets pour l'argent, a corrigé Delphine. Surtout ton fils, à première vue. Peut-être que je devrais répondre. Juste dire que je vais bien. C'est ta décision, ma chérie. Mais souviens-toi pourquoi tu es ici. Si tu prends contact tout de suite, tout l'effet sera perdu. Je savais qu'elle avait raison. Le but de ma disparition n'était pas seulement de commencer une nouvelle vie, mais aussi de faire réaliser aux enfants que je n'étais pas seulement une ressource pratique qui était toujours à portée de main. Tu as raison, ai-je dit en éteignant mon téléphone. Laissons-les s'inquiéter encore un peu. Au cours des jours suivants, je me suis lentement adaptée à ma nouvelle vie. Delphine m'a montré son atelier d'art, une pièce lumineuse dans le grenier avec vue sur la mer. Là, elle donnait des cours aux enfants locaux et aux touristes. Tu pourrais te joindre à moi, a-t-elle suggéré. Aider avec les leçons. Après tout, tu es une ancienne enseignante. Mais j'enseignais le français, pas l'art, ai-je objecté. Delphine a reniflé. Quelle est la différence? L'essentiel est de savoir captiver, intéresser, et ça, on ne vous l'apprend pas. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Toi, tu l'as. Et c'est ainsi que j'ai commencé à aider Delphine dans l'atelier. Au début, je ne faisais qu'assister, préparer le matériel, mettre de l'ordre. Puis j'ai commencé à animer une partie des cours, principalement avec les touristes anglophones, qui étaient assez nombreux, même hors saison. Nous passions les soirées sur la terrasse à regarder les couchers de soleil, à parler de tout, parfois en écoutant silencieusement le bruit de la mer. À ces moments-là, je ressentais une paix et une liberté que je n'avais pas connues depuis de nombreuses années. Et mes enfants? Ils continuaient d'appeler, mais de moins en moins souvent. Le ton des messages a changé, passant de la panique à la colère, puis à la perplexité, et enfin à la résignation. La police dit que tu es parti en Espagne volontairement, a écrit Olivier. Je ne comprends pas ce qui se passe, maman. Pourquoi fais-tu ça? J'ai trouvé ta photo à l'aéroport, a rapporté Léa. Tu es vraiment parti sans dire un mot? Comment as-tu pu? Je lisais ces messages avec un mélange de culpabilité et de satisfaction. Ils avaient enfin remarqué que j'existais en dehors de leurs besoins, que j'avais ma propre vie, mes propres désirs. Le 10e jour de mon séjour en Espagne, Delphine est revenue de la ville avec le journal local et un regard étrange. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé. Ton fils, dit-elle en me tendant le journal. Il est ici. Je la fixai, perplexe, puis je portai mon regard sur le journal. Sur l'une des pages intérieures, il y avait une petite annonce en anglais et en espagnol. Recherché, Geneviève Dubois, 67 ans, supposée se trouver dans la région de la Costa Brava. Toute information, veuillez téléphoner. Et le numéro d'Olivier. Il n'abandonnera pas, ai-je murmuré. Il cherche l'argent, a corrigé Delphine. Pas toi. Je savais qu'elle avait raison. Olivier était persévérant, non pas parce qu'il s'inquiétait pour moi, mais à cause des 150 000 € que j'avais emportés avec moi. Ce soir-là, Delphine est revenue du magasin avec des nouvelles. Il y a un Anglais en ville, dit-elle. Il montre ta photo, demande si quelqu'un t'a vu. Olivier, ai-je soufflé. Mon cœur s'est emballé. Il est ici. Ne t'inquiète pas. Delphine s'est assise à côté de moi et a pris ma main. Personne ne te trahira. Il n'aime pas les étrangers qui se mêlent des affaires des autres. De plus, tu n'es pas une criminelle. Tu es une femme adulte qui a le droit de vivre où elle veut. Mais je me sentais toujours mal à l'aise. Porcelaine est une petite ville. Tôt ou tard, Olivier pourrait tomber sur quelqu'un qui m'a vu avec Delphine. Peut-être que je devrais lui parler, ai-je suggéré. Tout expliquer. Si tu es prête pour ça, a hoché la tête Delphine. Mais souviens-toi pourquoi tu es ici. Ne le laisse pas te manipuler, te faire sentir coupable. J'ai hoché la tête, mais mes entrailles se sont nouées à l'idée de la confrontation à venir. Je n'avais pas vu Olivier depuis seulement 10 jours, mais j'avais l'impression que des mois s'étaient écoulés, que cette vie était dans une autre réalité. Le lendemain, Delphine est revenue de la ville avec de nouvelles informations. Ton fils loge à l'hôtel Mar Azul sur le front de mer. Il a fait le tour de tous les restaurants et magasins en montrant ta photo. Il dit que tu es sa mère, que tu es malade et que tu as besoin d'aide. Malade, j'étais outrée.
C'est juste de la manipulation, a terminé Delphine pour moi. Il essaie de susciter la sympathie. Ce soir-là, assise sur la terrasse, je pouvais voir les lumières de la ville en contrebas et j'ai pensé à Olivier, qui irait peut-être dans les mêmes rues que Delphine et moi cet après-midi. Me cherchant l'argent. Le téléphone a de nouveau sonné. Olivier. J'ai failli décider de répondre, mais au dernier moment, j'ai rejeté l'appel. Immédiatement, un message est arrivé. Maman, je sais que tu es à Port-Célène. S'il te plaît, parlons. Je m'inquiète pour toi. Inquiet? Bien sûr qu'il l'est. S'il était inquiet, il n'aurait pas exigé que je renonce à toutes mes économies pour son fils. S'il était inquiet, il remarquerait à quel point je suis fatiguée de garder mes petits-enfants au lieu de le prendre pour acquis. Mais une partie de moi, la partie de moi qui a toujours été une mère avant tout, a réagi à cette phrase. Peut-être qu'il est vraiment inquiet. Peut-être que ma disparition l'avait fait reconsidérer ce qu'il ressentait pour moi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir pendant longtemps, écoutant le bruit de la mer et pensant à mon fils, qui était maintenant quelque part très près de moi dans la même petite ville, me cherchant et cherchant l'argent, bien sûr. Surtout l'argent. La lumière du matin filtrait à travers les stores, colorant la pièce de ton doré doux. Je me suis réveillée au son du téléphone. Un autre appel d'Olivier. Le troisième ce matin et il n'était que 8 heures. Hier, il avait appelé 28 fois. La veille, 32. La persistance de mon fils ne connaissait pas de limite. Je n'ai pas répondu. Je n'allumais mon téléphone qu'une fois par jour pour vérifier les messages, puis je l'éteignais à nouveau. Delphine pensait que je devrais changer complètement de numéro. Mais je n'étais pas prête à couper tout contact avec ma vie passée. Il n'abandonnera pas, dit Delphine en entrant dans la pièce avec une tasse de café. Je l'ai vu devant la poste hier. Il montrait ta photo au facteur. Et qu'a dit le facteur? Qu'il ne t'avait jamais vu. Elle sourit. Antonio est un vieil ami. Il ne te dénoncerait à personne, même s'il livrait des lettres directement à notre porte. C'était l'avantage d'une petite ville. Tout le monde se connaissait, et un étranger posant trop de questions ne suscitait que la méfiance et le silence. Il est ici depuis 2 semaines, soupirai-je. Il devra bien retourner en Angleterre un jour. Il a un travail, une famille. Oui, mais pendant qu'il est là, nous ferions mieux d'être prudentes, dit Delphine en s'asseyant sur le bord du lit. Pas de promenade sur le front de mer, pas de visite dans les cafés du centre-ville. Heureusement que mon atelier est en périphérie. J'ai hoché la tête. Depuis près d'1 mois, je vivais dans cette petite ville méditerranéenne, et chaque jour était une découverte. Au début, Delphine et moi nous promenions simplement, explorant les environs, visitant les marchés locaux et les musées. Puis j'ai commencé à l'aider à l'atelier d'art, d'abord avec des tâches administratives, puis avec des cours pour des enfants anglophones. J'adorais à nouveau travailler avec les enfants, non pas en tant que grand-mère qui devait s'occuper de ses petits-enfants, mais en tant que mentor pour les aider à découvrir leur potentiel créatif. Les enfants venaient à l'atelier avec des yeux brillants, pleins d'enthousiasme et de curiosité. Ils ne prenaient pas mon aide pour acquise. Ils me remerciaient, posaient des questions, partageaient leurs pensées. Tu t'épanouis, Geneviève, a remarqué un jour Delphine en me regardant aider une petite fille à mélanger de la peinture pour créer la nuance parfaite de turquoise. Quand tu es arrivée, tu avais ce regard si fatigué. Maintenant, tes yeux brillent. Je sentais le changement moi-même. C'était comme si un poids lourd avait été enlevé de mes épaules. Un poids de responsabilité constante, d'être toujours disponible, toujours prête à mettre de côté mes projets pour les besoins de mes enfants et petits-enfants. Ici, à Port-Célène, je pouvais juste être moi-même. Geneviève, pas une mère, pas une grand-mère, pas une veuve, juste une femme avec ses propres intérêts et désirs. J'ai même commencé à dessiner. Maladroitement, en amateur, mais avec un plaisir que je n'avais pas connu depuis le lycée. Delphine m'expliquait patiemment les bases de la composition, du travail des couleurs et des différentes techniques. Tu as le sens de la couleur, dit-elle en regardant mes premières esquisses à l'aquarelle. Tu dois juste apprendre à faire confiance à ton intuition. Au-delà de la peinture, j'ai découvert la joie des choses simples. De longues promenades sur la plage à l'aube quand il n'y avait personne, la lecture de livres dans un hamac sous un olivier, la cuisine de plats locaux à partir de recettes partagées par les voisins de Delphine. La seule chose qui gâchait cette idylle étaient les appels constants d'Olivier et les pensées sur la façon dont Léa et les petits-enfants, surtout les petits-enfants, allaient. Le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Léa.
Elle appelait moins souvent qu'Olivier, généralement 1 ou 2 fois par jour. Et les messages d'elle étaient différents, moins exigeants, plus confus. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu es partie si soudainement. Tu manques aux enfants. Guillaume n'arrête pas de demander quand mamie reviendra. S'il te plaît, appelle. Contrairement à Olivier, Léa semblait vraiment me manquer. Pas seulement mon aide avec les enfants. Ou peut-être que je voulais juste le croire. C'est Léa au téléphone, dis-je à Delphine. Tu vas répondre. J'ai secoué la tête. Ce n'était pas encore le moment. Après le petit déjeuner, nous sommes allés à l'atelier. Aujourd'hui, c'était un cours pour les enfants locaux, un groupe de 6 garçons et filles de 7 à 10 ans. Je ne parlais pas assez bien l'espagnol pour enseigner, mais je pouvais aider avec le matériel, montrer des techniques. La journée a filé. Le soir, en rentrant, nous sommes passés par la place principale et nous avons vu Olivier. Il était assis à un café, regardant quelque chose sur son téléphone, l'air fatigué et renfrogné. Je me suis instinctivement retirée dans l'ombre, bien qu'il regardait de l'autre côté et ne m'aurait probablement pas remarqué. « Ton fils a l'air épuisé », a remarqué Delphine. « Il est têtu », dis-je. « Il a toujours été comme ça. Une fois qu'il a une idée en tête, il ne recule pas. Je me demande ce qui le motive le plus. L'inquiétude pour sa mère ou l'envie de récupérer l'argent. » Je n'ai pas répondu. C'était une question qui me tourmentait. Je voulais croire qu'Olivier me cherchait par amour, par souci. Mais son insistance, ses messages en colère me disaient le contraire. « Mère, je ne comprends pas comment tu as pu faire une chose pareille. Cet argent était nécessaire pour l'avenir de Maxence. Ton petit-fils. Comment as-tu pu être si égoïste ? » Égoïste. Ce mot faisait le plus mal. Toute ma vie, j'ai fait passer les besoins de mes enfants avant les miens. J'ai renoncé à des opportunités de carrière, à des voyages, à mes propres intérêts pour eux. Et maintenant que j'ai fait quelque chose pour moi pour la première fois, je suis égoïste. À la maison, j'ai allumé mon téléphone pour vérifier mes messages. 15 appels manqués d'Olivier, 2 de Léa, et un message d'elle. Maman, j'ai parlé à un psychologue de notre situation. Il m'a aidé à réaliser quelque chose. Il semble qu'Olivier et moi t'avons considéré comme acquise pendant longtemps. Pardonne-nous. S'il te plaît, fais-moi savoir que tu vas bien. J'ai relu le message plusieurs fois. Léa était allée voir un psychologue et avait admis qu'il m'avait maltraitée. C'était si différent de ma fille pratique, toujours sûre d'elle. Quelque chose s'est-il passé ? A demandé Delphine, remarquant mon expression pensive. Je lui ai montré le message. Progrès. Elle a hoché la tête. On dirait que ta fille commence à comprendre. Et Olivier est toujours en colère, ai-je soupiré. C'est toujours plus difficile pour les hommes d'admettre leurs erreurs, a dit Delphine philosophiquement. Surtout quand il s'agit de leur mère. Mais il comprendra aussi. Avec le temps. Du temps. J'avais beaucoup de temps maintenant. Pas d'horaire, pas d'engagement, pas besoin de m'adapter au plan des autres. Le lendemain matin, en sortant sur le balcon avec une tasse de thé, j'ai vu une enveloppe dans la boîte aux lettres près du portail. Étrange. D'habitude, le courrier arrivait plus tard. « Delphine, tu attends une lettre ?» ai-je demandé en descendant à la cuisine. « Non. Pourquoi ? Il y a une enveloppe dans la boîte. » Nous sommes allés ensemble au portail. L'enveloppe m'était adressée. « Geneviève Dubois » était écrit de l'écriture familière de Léa. Comment a-t-elle connu l'adresse ? Me suis-je demandé. Petite ville, a haussé les épaules Delphine. Quelqu'un aurait pu le lui dire, ou elle suivait son frère. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite et plusieurs photos. Guillaume et Chloé au parc, à la plage, à la table de fête. Chère maman, je ne sais pas si tu recevras cette lettre. J'espère que oui. J'ai longtemps réfléchi à ce que je devais te dire, à comment expliquer mes sentiments. Olivier pense que je devrais exiger ton retour. Parler de ta responsabilité. Mais je ne suis plus d'accord avec lui. Après ton départ, j'ai dû repenser beaucoup de choses. Le psychologue m'a aidé à voir comment Olivier et moi t'avons traité toutes ces années. Nous avons pris ton aide, ton temps, ton amour pour acquis. Nous pensions que tu n'existais que pour nous. Nous n'avons jamais pensé à tes désirs, à tes rêves. Je suis désolée, maman. Je suis désolée pour toutes les fois où je t'ai laissé les enfants sans préavis. Pour toutes les fois où j'ai ignoré tes projets, pensant qu'ils étaient moins importants que les miens. Pour ne jamais te dire merci assez souvent.
Tu manques aux enfants. Je t'envoie quelques photos pour que tu puisses les voir grandir. Guillaume a gagné le concours de mathématiques de l'école. Chloé a appris à nager sans bouée. Ils demandent souvent de tes nouvelles. Je leur dis que mamie voyage, qu'elle découvre le monde, qu'elle le mérite. Je ne te demande pas de revenir. Fais-moi juste savoir que tu vas bien, que tu es heureuse. C'est tout ce qui compte. Amour, Léa. Je me suis assise sur le banc près du portail, sentant les larmes me monter aux yeux. C'était exactement l'aveu que j'attendais inconsciemment depuis toutes ces années. La reconnaissance que je n'étais pas seulement une mère et une grand-mère, mais un être humain avec ses propres besoins et désirs. Est-ce que tout va bien? A demandé Delphine, s'asseyant à côté de moi. Je lui ai tendu la lettre en silence. Elle l'a lue et a hoché la tête. C'est une bonne lettre, sincère. Ta fille a vraiment réalisé ses erreurs. Oui, ai-je convenu, en regardant les photos des petits-enfants. Ils avaient tellement grandi ce mois-ci. Ou est-ce que ça me semblait juste comme ça? Je dois lui répondre. Bien sûr, Delphine m'a serré la main. Mais prends ton temps. Pense à ce que tu veux dire. Je ne suis pas allée à l'atelier ce jour-là. Je suis restée à la maison à relire la lettre de Léa, à regarder les photos, à penser à ma décision de partir. Je ne le regrettais pas. Ces semaines en Espagne m'avaient donné un sentiment de liberté et d'estime de moi que je n'avais pas connu depuis des décennies. Mais penser à mes petits-enfants, à la façon dont ils grandiraient sans moi, me serrait la poitrine. Le soir, assise sur la terrasse avec un verre de vin, j'ai décidé de vérifier mon téléphone. Les appels d'Olivier continuaient. Il avait appelé 23 fois aujourd'hui. Mais il y avait aussi un nouveau message de Léa. J'espère que tu as reçu ma lettre. Olivier est toujours en Espagne. Il ne sait pas que je t'ai écrit. Il est tellement obsédé par l'argent qu'il ne voit pas l'essentiel. Pardonne-le, mère. C'est plus difficile pour lui de comprendre. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas encore prête. Mais je sentais déjà que je pourrais le faire bientôt. Le lendemain, Delphine est revenue de la ville avec des nouvelles. Ton fils va partir, dit-elle. Je l'ai entendu dire au café qu'il devait retourner en Angleterre. Quelque chose à voir avec son travail. Il abandonne, me suis-je demandé. Je ne pense pas. Plutôt une retraite stratégique. Peut-être a-t-il réalisé qu'il ne peut arriver à rien par la poursuite directe. La nouvelle du départ imminent d'Olivier a suscité des sentiments mitigés. D'un côté, je pouvais respirer plus librement sans craindre de le rencontrer dans les rues. D'un autre côté, j'étais étrangement déçue qu'il parte sans m'avoir parlé, sans essayer de comprendre mes motivations. Tu voulais le voir avant qu'il ne parte? A demandé Delphine, observant attentivement ma réaction. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Une partie de moi veut s'expliquer, mais l'autre partie c'est qu'il n'est pas prêt à écouter. Il est encore trop en colère. Ce soir-là, j'ai décidé de me promener en ville pour la première fois sans Delphine. Olivier aurait dû être à l'aéroport à ce moment-là, d'après ce que mon ami m'avait dit. Porcelaine était particulièrement belle le soir, avec les lumières se reflétant dans l'eau sombre de la baie, une légère brise venant de la mer, des gens se promenant tranquillement le long de la promenade ou assis dans des cafés en plein air. Je marchais le long de la promenade, profitant de l'atmosphère, quand soudain j'ai remarqué Olivier de l'autre côté de la rue. Il était appuyé contre la balustrade de la promenade et regardait la mer. J'ai figé, ne sachant que faire. M'approcher? Me cacher? Il avait l'air pensif, presque triste. À ce moment-là, un homme s'est approché de lui, un local, à en juger par ses gestes. Ils ont parlé de quelque chose, et Olivier lui a montré quelque chose sur son téléphone, probablement une photo de moi. L'homme a secoué la tête. Olivier a soupiré, a haussé les épaules et a continué son chemin sur la digue. Je l'ai suivi prudemment, en gardant mes distances. Il s'est arrêté à un petit café, s'est assis à une table, a commandé quelque chose. Il a sorti son téléphone portable, a longuement fixé l'écran, puis a composé un numéro. Un instant plus tard, mon téléphone a sonné, que je tenais dans ma main. J'ai rapidement rejeté l'appel, mais mon cœur battait la chamade. Olivier a posé le téléphone sur la table, passant sa main sur son visage. Il y avait tant de fatigue dans ce geste, tant de frustration que cela m'a mis mal à l'aise. Il avait l'air vieilli, hagard. J'ai fait quelques pas vers lui, mais je me suis arrêtée. Non, pas encore. D'abord, il doit réaliser ce qu'il a fait. Il doit comprendre pourquoi je suis partie.
Je me suis retournée et je suis partie rapidement avant qu'il ne puisse me voir. Pendant tout le trajet jusqu'à la maison de Delphine, j'ai eu un sentiment étrange, un mélange de culpabilité pour la souffrance de mon fils et une forte conviction que j'avais fait ce qu'il fallait. À la maison, j'ai raconté à Delphine la rencontre. « Tu as eu raison de ne pas y aller », a-t-elle hoché la tête. « Laisse-le réfléchir. À en juger par ce que ta fille écrit, il commence à comprendre. »« Tu crois ?» ai-je demandé avec hésitation. « J'en suis sûre. Sinon, il n'aurait pas l'air si perdu. » Le lendemain, Olivier est effectivement parti. Delphine l'a confirmé en parlant à l'hôtel où il séjournait. Mais les appels n'ont pas cessé. Maintenant, il appelait d'Angleterre, tout aussi insistant, presque désespéré. Étage 3 jours plus tard, une autre lettre est arrivée, cette fois d'Olivier. Elle était plus courte que celle de Léa, et écrite avec une difficulté apparente. L'écriture était inégale. Certains mots étaient barrés. « Mère, je suis rentrée en Angleterre sans te trouver, mais je sais que tu es quelque part à Porcelaine. Je t'ai vu hier soir sur le front de mer. Tu m'as suivi puis tu es parti. Je ne comprends pas pourquoi tu ne t'es pas approché. Pourquoi tu m'évites? Pourquoi tu ne réponds pas à ton téléphone? Que ai-je fait de si terrible? Léa dit que nous t'avons prise pour acquise. Que nous n'avons jamais pensé à tes sentiments. Peut-être qu'elle a raison. Mais est-ce une raison pour abandonner une famille? Est-ce une raison pour prendre l'argent qui pourrait assurer l'avenir de ton petit-fils? Je suis en colère contre toi, maman, mais tu me manques aussi. Et franchement, je commence à comprendre ce que tu as ressenti quand je suis venue exiger l'argent. Je ne voulais pas que ça sonne comme une exigence. C'est juste que Delphine et moi avons des problèmes. Des problèmes sérieux. Et je ne savais pas comment demander de l'aide. Reviens, maman. Ou au moins, appelle-moi. Parlons. Olivier. J'ai lu la lettre plusieurs fois. Olivier m'avait vue sur le front de mer, donc je n'avais pas été aussi prudente que je le pensais. Mais l'important, c'était qu'il commençait à comprendre. Il commençait à réaliser sa culpabilité. Pas complètement, encore avec du ressentiment et de la colère. Mais la glace était brisée. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» m'a demandé Delphine quand je lui ai montré la lettre. « Je pense qu'il est temps de leur répondre, ai-je dit. Mais pas de revenir. Ce n'est pas encore le moment. » « Je suis d'accord, » a-t-elle hoché la tête. « Montre-leur que tu vas bien, que tu es heureuse, mais ne te presse pas de reprendre le même chemin. » Je me suis assise à table et j'ai sorti du papier et un stylo. Il était temps de faire savoir aux enfants que j'allais bien, que j'étais en vie et en bonne santé, et que leur attitude envers moi devrait changer s'ils voulaient que je revienne dans leur vie. Cela fait 3 mois que je me suis enfuie de Villefranche. 3 mois de ma nouvelle vie en Espagne. 3 mois pendant lesquels j'ai eu l'impression d'avoir vécu plus que pendant les 5 années précédentes. Porcelaine s'est transformée à l'automne. Les touristes étaient partis, laissant la ville à ses vrais habitants. La mer est devenue plus sombre, plus profonde, plus mélancolique. Le matin, le brouillard s'installait parfois sur la côte, enveloppant les bateaux de pêche d'une brume fantomatique. J'aimais cette atmosphère méditative plus que l'agitation de l'été. Après le départ d'Olivier, j'ai envoyé de courtes lettres aux enfants. À Léa, j'ai écrit plus chaleureusement, la remerciant pour sa compréhension, lui racontant un peu ma vie ici, joignant quelques-unes de mes esquisses à l'aquarelle. À Olivier, j'ai écrit de manière plus réservée, mais sans froideur. J'ai confirmé que tout allait bien pour moi, que je ne lui en voulais pas, mais que j'avais besoin de temps pour moi. Ils ont réagi différemment à ces lettres. Léa a envoyé de nouvelles photos de ses petits-enfants dans une longue lettre sincère dans laquelle elle me racontait comment elle avait changé sa vision de notre relation. Elle écrivait que maintenant elle conduisait elle-même les enfants à toutes les activités, ne le déléguant plus aux voisins et connaissances. Elle commençait à apprécier son temps libre et celui des autres. D'Olivier est venu un court email. « Merci d'avoir écrit. Content que tu ailles bien. Nous étions inquiets. » Ces appels sont devenus moins fréquents, peut-être 1 fois par semaine au lieu de 30 fois par jour. Je n'avais toujours pas répondu, mais j'y pensais déjà. J'attendais juste le bon moment. Ma vie à Porcelaine a pris un rythme agréable. Le matin, je me promenais le long du rivage, regardant les pêcheurs revenir de leur pêche nocturne. Puis je prenais le petit déjeuner avec Delphine sur la terrasse, si le temps le permettait. 3 jours par semaine, je travaillais dans son atelier d'art. À ma grande surprise, j'aimais enseigner aux enfants non seulement l'anglais, mais aussi les bases du dessin. Les jours de congé, je me promenais dans les environs avec un carnet de croquis,
essayant de capturer la beauté de la région. Je n'étais pas très douée, mais Delphine disait que j'avais mon propre style, naïf mais sincère, comme elle le disait. Nous nous asseyions souvent sur la terrasse le soir, regardant le coucher du soleil, sirotant du vin et discutant de tout, de la politique à l'art, en passant par la philosophie et les souvenirs de notre jeunesse. Tu sais, Geneviève, a dit un jour Delphine, tu as changé ces derniers mois. Quand tu es arrivée, tu étais si rigide, si peu sûre de toi. Maintenant, regarde-toi. J'ai souri. Elle avait raison. Je me sentais plus jeune, plus libre, plus confiante. J'avais même changé extérieurement, bronzée par le soleil méditerranéen, laissant mes cheveux pousser un peu plus longtemps que d'habitude, troquant mes vêtements anglais conservateurs contre des tenues plus vives et plus amples. C'est toute ton influence, ai-je répondu. Tu as toujours été si vive. Non, ma chérie. Delphine a secoué la tête. C'est tout toi. Je t'ai juste montré la porte. C'était à toi de la franchir. Fin octobre, j'ai reçu une lettre de l'avocat que j'avais engagé au début de mon aventure espagnole. Je lui avais demandé de trouver une association caritative pour les personnes âgées et d'élaborer un plan me permettant de leur transférer une partie de mes économies en échange d'une petite rente viagère. L'avocat a écrit qu'il avait trouvé une option idéale, la fondation L'Âge d'Argent, spécialisée dans l'aide aux personnes âgées victimes d'abus émotionnels de la part de leurs proches. Il proposait un montage dans lequel je leur donnais 100 000 € et en retour, je recevais une allocation mensuelle de 800 € pour le reste de ma vie. Le reste de l'argent, environ 50 000 €, resterait à ma disposition. C'était exactement ce que je cherchais. Assez d'argent pour une vie modeste en Espagne. La vie était moins chère ici qu'en Angleterre. Et en même temps, mon argent allait à une bonne cause, aidant des personnes âgées comme moi à échapper à des relations familiales toxiques. J'ai signé tous les documents et les ai renvoyés à Londres. Quand la confirmation est arrivée que le contrat était entré en vigueur, je me suis sentie étrangement soulagée, comme si le dernier film liant à ma vie passée avait été coupé. Le même soir, assise sur la terrasse et admirant un coucher de soleil particulièrement beau, j'ai entendu une mélodie familière. Mon téléphone sonnait. Le nom d'Olivier est apparu à l'écran. D'habitude, je regardais simplement l'appel être manqué. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. J'étais prête à parler, prête à expliquer, prête à peut-être commencer à construire une nouvelle relation, non pas en tant que mère et fils, mais en tant que deux adultes qui se respectent. J'ai pris le téléphone et j'ai appuyé sur le bouton vert. Maman. La voix d'Olivier était si surprise que j'ai souri. Il ne s'attendait manifestement pas à ce que je réponde. Maman, c'est toi? Bonjour, Olivier, dis-je calmement. Oui, c'est moi. Oh mon Dieu, tu as enfin répondu, s'exclama-t-il. J'avais perdu espoir. Comment vas-tu? Où es-tu? Quand rentres-tu à la maison? Tant de questions à la fois. C'est ainsi que je me souvenais de lui. Toujours impatient, toujours pressé. Je vais bien, ai-je répondu. Je vis en Espagne, dans une petite ville au bord de la mer. Je ne prévois pas de rentrer. Tu ne prévois pas? Il a hésité. Mais pourquoi? Maman, tu nous manques tous. Maxence grandit si vite. Tu rates tout. Et Léa dit que Guillaume et Chloé demandent tout le temps de tes nouvelles. Mes petits-enfants me manquent aussi, ai-je admis. Mais j'ai besoin de ce temps pour moi, Olivier. Du temps pour réaliser qui je suis au-delà d'être une mère et une grand-mère. Mais tu. Il a de nouveau hésité, cherchant manifestement ses mots. Tu as toujours été une maman. La meilleure des mamans. Pourquoi voudrais-tu être autre chose? C'est ça. C'est l'attitude qui m'a fait partir. Pour lui, je n'étais qu'une maman. Une fonction, un rôle, pas une personne avec ses propres désirs et besoins. Parce que je ne suis pas seulement une mère, Olivier, dis-je aussi doucement que possible. Je suis Geneviève Dubois, une femme qui aime peindre des aquarelles, lire des romans historiques, se promener le long du rivage à l'aube, une femme qui a des rêves et des projets, une femme qui veut vivre sa propre vie. Il y eut une pause. Je pouvais entendre sa respiration lourde comme s'il retenait une émotion. Je n'y avais jamais pensé de cette façon, dit-il enfin. Pour moi, tu as toujours été juste maman. Je sais, ai-je répondu sans reproche. Et c'est pourquoi j'ai dû partir, pour vous faire tous réaliser que je n'existe pas seulement pour vous. Il y eut une autre pause. Puis il demanda d'un ton différent, professionnel, tendu. Et l'argent, maman? L'argent que tu as emporté? Ah, voilà. C'était l'argent qui le préoccupait le plus.
Je l'ai géré, Olivier, dis-je. Calmement. Gérer. Sa voix est devenue plus aiguë. Que veux-tu dire par gérer? Tu l'as dépensé? Tout. Non, je ne l'ai pas dépensé. Je l'ai placé dans une association caritative qui aide les personnes âgées victimes d'abus émotionnels de la part de leurs proches. Quoi? Il semblait abasourdi. Quel abus émotionnel? Maman, de quoi parles-tu? Ce qui se passe dans notre famille depuis des années, ai-je répondu, en essayant de parler doucement mais fermement. Toi et Léa m'avez prise pour acquise. Vous avez utilisé mon temps, mon énergie, mon amour, et n'avez jamais pensé à ce que je voulais pour moi-même. Et quand j'ai refusé de vous donner la dernière chose qui me restait, mes économies, tu m'as traité d'égoïste. Je n'ai pas. Commença-t-il, mais il s'arrêta. Puis il dit plus bas. Peut-être que tu as raison. Léa a dit quelque chose comme ça, que nous t'avons prise pour acquise. Cet aveu, aussi incomplet soit-il, m'a surprise. Peut-être qu'Olivier avait commencé à réaliser quelque chose pendant ces mois. Et maintenant? Demanda-t-il après une pause. Qu'en est-il de l'argent? Tu dis que tu l'as mis dans un fonds? Oui, ai-je confirmé. La majeure partie. En échange, le fonds me versera une petite allocation mensuelle, suffisante pour une vie modeste ici en Espagne. Alors, tu ne prévois vraiment pas de rentrer? Il y avait tant de confusion dans sa voix que j'ai eu pitié de lui. Pas encore, Olivier. Je suis bien ici. J'ai trouvé du travail, des amis, des passe-temps. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre. Libre. Mais et nous? Et les petits-enfants? Je ne disparais pas de votre vie pour toujours, dis-je doucement. Je ne vivrai plus pour vous, c'est tout. Je ne sacrifierai pas mes intérêts, mon temps, mon argent. Si vous me voulez dans votre vie, ce sera à mes conditions. Comme quelqu'un qui mérite le respect et qui a le droit de prendre ses propres décisions. Il y eut une longue pause. Je pouvais entendre Olivier respirer lourdement, comme s'il essayait de maîtriser ses émotions. Tu as vraiment donné tout l'argent à ce fonds? Demanda-t-il finalement. La majeure partie, ai-je répété. C'était ma décision, Olivier. Mon droit d'utiliser ce que j'avais gagné. Mais c'était aussi l'argent de papa, s'exclama-t-il avec une ferveur soudaine. C'était pour la famille. Non, Olivier, dis-je fermement. C'était mon argent et celui d'Albert, nos économies, que nous avions épargnées toute notre vie. Et Albert n'a jamais dit que c'était pour la famille. Il voulait que je sois à l'abri du besoin quand il mourrait, que je puisse avoir une vie décente. Et tu appelles ça une vie décente? Il y avait de l'amertume dans sa voix. Fuir ta famille, te cacher dans un village espagnol. Oui, Olivier, ai-je répondu calmement. C'est une vie décente. Une vie où je décide quoi faire de mon temps, de mon argent, de mon amour. Une vie où je suis respectée en tant que personne, pas utilisée comme une babysitter gratuite et un distributeur de billets. Mes mots semblèrent enfin faire mouche. Il y eut une longue pause, après laquelle Olivier parla d'un ton différent, calme, presque coupable. Mère, je ne voulais pas que tu te sentes comme ça. Je ne voulais pas que tu penses que nous t'utilisions. Je sais que non, dis-je doucement. Mais c'est ainsi que les choses se sont passées. Vous avez tous les deux, toi et Léa, beaucoup à repenser. Réalisez que les parents ne sont pas une ressource gratuite pour toujours. Que nous avons nos propres vies, nos propres rêves, nos propres désirs. Léa semble l'avoir compris. Elle en parle beaucoup, dit-il. Sur la façon dont nous t'avons prise pour acquise, que nous n'avons jamais pensé à tes sentiments. Et toi, Olivier, tu comprends? Il y eut à nouveau une pause. Puis il soupira. Je crois que je commence à comprendre, surtout après ce que tu as dit sur l'association caritative. Ça a été comme une gifle, une révélation. Tu pensais vraiment que nous te faisions subir un abus émotionnel. J'ai hésité. Le terme était peut-être trop dur, mais en substance, oui, c'est ce qui se passait depuis des années. Peut-être pas consciemment, dis-je finalement. Mais le résultat était exactement celui-là. Je me sentais utilisée, non désirée, invisible, comme si ma seule valeur résidait dans ce que je pouvais faire pour vous. Je suis désolé, maman, dit-il, et il y avait une sincérité dans sa voix que je n'avais pas entendue depuis des années. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pensé, je n'ai pas réalisé. Tu le fais maintenant, ai-je terminé doucement. Et c'est le principal.
Nous avons parlé encore un peu, de Maxence, de Delphine, de son travail. Il a même mentionné les problèmes financiers. Pas de manière détaillée, mais reconnaître leur existence était une étape importante. Avant de se dire au revoir, il a demandé « Maman, est-ce que tu reviendras un jour ?» Je ne sais pas, Olivier, ai-je répondu honnêtement. Peut-être un jour, mais pas pour de bon. Peut-être que je viendrai en visite, voir mes petits-enfants. J'aimerais ça, dit-il doucement. J'aimerais venir te voir, voir comment tu vis, rencontrer tes amis. La suggestion m'a surprise. Olivier avait toujours été si autosuffisant, si concentré sur sa propre vie que l'idée de son intérêt pour ma nouvelle réalité semblait étrange. Bien sûr, ai-je répondu. Tu peux venir quand tu seras prêt. Merci, maman, dit-il. Et, pardonne-moi pour tout. Je suis resté longtemps sur la terrasse après cela, regardant les étoiles, qui semblaient particulièrement brillantes ici, loin des lumières de la ville. Delphine m'a rejointe, apportant une bouteille de Kérès et 2 verres. À voir ton visage, la conversation s'est bien passée, dit-elle en versant le liquide doré. Mieux que ce que j'espérais, ai-je admis. Je pense qu'il commence vraiment à comprendre. Quoi donc? Que je ne suis pas seulement sa mère. Que j'ai droit à ma propre vie. Bravo! Delphine leva son verre. Au nouveau départ et aux anciennes fins. Nous avons trinqué et bu une gorgée chacune. Le Kérès était doux avec un léger arrière-goût, tout comme la conversation d'aujourd'hui. Tu sais, dis-je en regardant la mer sombre en contrebas. Quand j'ai quitté l'Angleterre, je pensais que je fuyais quelque chose. Les exigences des enfants, le sentiment d'être utilisé, le vide de ma vie. Mais maintenant, je réalise que je courais en fait vers quelque chose. La vraie moi, la vie que j'ai toujours voulu mais que j'avais peur d'admettre, même à moi-même. Mieux vaut tard que jamais, dit Delphine philosophiquement. Certaines personnes vivent toute leur vie sans savoir qui elles sont vraiment. Penses-tu, ai-je demandé en me tournant vers elle, que je pourrais un jour revenir? Pas de façon permanente, bien sûr. Juste leur rendre visite, faire partie de leur vie, mais à mes propres conditions. Bien sûr que tu le peux, répondit-elle avec assurance. Mais seulement quand ils comprendront et accepteront vraiment ton indépendance, quand ils cesseront de te voir uniquement comme une ressource pratique, quand ils apprendront à respecter tes limites. Olivier a proposé de venir ici, dis-je avec un sourire. Pour te rencontrer, pour voir ma nouvelle vie. Oh là là! S'exclama Delphine avec un geste théâtral de la main. Ça, c'est déjà un progrès. Peut-être qu'il n'est pas aussi désespéré que nous le pensions. Nous avons ri, et soudain, j'ai ressenti une légèreté, une libération que je n'avais jamais ressentie de ma vie. C'était comme si le dernier poids avait été enlevé de mes épaules.